Bienvenue sur Maghreb Podcast, la voix du Maghreb, sans tabou et sans propagande. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Maghreb Podcast. Je suis Antoine et aujourd'hui, nous allons revenir sur un événement qui a fait vibrer tout le continent, mais pas forcément pour les raisons que l'on espérait. Bonjour à tous. On parle bien sûr de la finale de la CAN 2025. Un moment qui devait être l'apogée du football africain au Maroc, mais qui s'est transformé dès le coup de sifflet final en un véritable imbroglio diplomatique entre Rabat et Dakar. C'est tout le paradoxe que nous allons explorer. D'un côté, la ferveur indescriptible des stades, et de l'autre, une tension électrique qui a soudainement envahi les chancelleries. On est passé du gazon au champ de mine en l'espace de quelques minutes. Exactement. Le Maroc et le Sénégal, deux piliers de la stabilité et de la fraternité sur le continent, se sont retrouvés au cœur d'une tempête médiatique et politique inattendue. Entre les insultes sur les réseaux sociaux et les déclarations officielles fracassantes, l'ambiance est devenue irrespirable. Comment un simple match de football a-t-il pu mettre à l'épreuve des décennies de relations stratégiques ? Pourquoi la passion sportive a-t-elle ouvert une brèche si profonde entre ces deux nations sœurs ? Dans cette première partie, nous allons poser le décor de cette crise. Entre les propos polémiques du président de la Fédération sénégalaise et la réaction de la rue marocaine, nous allons voir comment le terrain de jeu est devenu le théâtre d'une confrontation qui dépasse largement le cadre du sport. Passons maintenant au cœur du sujet, qui nous occupe aujourd'hui, ce fameux soir de la finale de la CAN 2025. À un moment qui devait être une fête du football africain, mais qui a viré au cauchemar médiatique entre le Maroc et le Sénégal. Absolument, Antoine. Ce qui a frappé les esprits, ce n'est pas tant le score final, mais l'explosion de tension juste après le coup de sifflet. On a vu des scènes d'altercation physique sur la pelouse, impliquant des joueurs, mais aussi des membres des staffs techniques. Et le vrai déclencheur émotionnel, celui qui a mis le feu aux poudres, c'est la vitesse à laquelle ces images ont circulé sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, des vidéos montrant des comportements antisportifs sont devenues virales, alimentant des accusations mutuelles de racisme ou de favoritisme. C'est là que l'affaire a pris une dimension institutionnelle. Les propos de certains officiels, notamment ceux prêtés au président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, ont été perçus comme une insulte directe envers le Maroc. Il a ouvertement critiqué l'influence marocaine au sein de la CAF. Une provocation qui n'est pas passée inaperçue à Rabat. Le club des avocats marocains a même déposé une plainte officielle. Et on parle désormais de possibles sanctions de la FIFA. On est vraiment passé du terrain de sport à une bataille juridique et d'image. C'est fascinant de voir comment un match peut cristalliser autant de frustration. Entre les rumeurs de corruption et les invectives sur Twitter, on a eu l'impression pendant quelques jours que l'amitié séculaire entre les deux pays était en train de s'effriter sous nos yeux. Exactement, Camille. Et c'est ce contraste saisissant entre la violence des échanges en ligne et la réalité diplomatique que nous allons analyser. Car comme nous le verrons, les dirigeants, eux, ont gardé la tête froide. Alors Camille, on arrive au cœur du problème. Si la tension est montée si vite après cette finale, c'est en grande partie à cause d'un homme, Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football. Exactement, Antoine. Ces déclarations ont littéralement mis le feu aux poudres. Il a ouvertement accusé le Maroc de contrôler la CAF dans les coulisses, affirmant que le royaume utilisait son influence diplomatique et financière pour manipuler les décisions arbitrales et sportives. C'est une attaque frontale et très grave. Pour l'opinion publique marocaine, ce n'était plus seulement une rivalité de terrain, mais une insulte nationale. Accuser le Maroc de corruption systémique au sein du football africain, c'est nier tous les investissements réalisés par le pays pour le sport continental. Et ce qui a particulièrement choqué, c'est la virulence de ses propos. Au lieu de calmer le jeu après les altercations entre joueurs, il a choisi l'escalade verbale. Les réseaux sociaux marocains ont réagi instantanément, passant de la déception sportive à une colère noire contre ce qu'ils considèrent comme une ingratitude. D'ailleurs, la réponse n'a pas été que numérique. Le club des avocats au Maroc a rapidement déposé une plainte officielle, estimant que Fall avait franchi la ligne rouge de la diffamation. On ne parle plus de sport là, mais de procédures juridiques internationales. Il y a aussi une certaine ironie dans cette situation. On sait qu'Abdoulaye Fall est lui-même visé par des enquêtes de corruption au Sénégal. Pour beaucoup d'observateurs, ces accusations contre le Maroc étaient une manœuvre de diversion pour masquer ses propres déboires judiciaires chez lui. Détourner l'attention en créant un ennemi extérieur, c'est une vieille recette. Mais le problème, c'est que cela a durablement empoisonné l'ambiance entre les supporters, forçant les instances comme la FIFA et la CAF à sortir de leur silence pour enquêter sur ces déclarations incendiaires. Passons maintenant au volet juridique de cette affaire, Camille. Ce n'est plus seulement une guerre de mots sur les réseaux sociaux, l'affaire prend une tournure judiciaire assez sérieuse. Tout à fait, Antoine.
Le club des avocats marocains est entré en scène en déposant une plainte officielle contre Abdoulaye Fall, le président de la fédération sénégalaise, suite à ses déclarations incendiaires. On lui reproche notamment des propos diffamatoires et des accusations sans preuve sur une prétendue mainmise du Maroc sur la CAF. C'est une stratégie risquée pour lui, surtout que la FIFA observe de très près. Et ce qui complique tout pour Fall, c'est qu'il est déjà sur la sellette au Sénégal. Il traîne derrière lui des casseroles liées à des affaires internes de gestion, ce qui rend sa position extrêmement fragile. C'est un point crucial. En s'attaquant au Maroc, il a peut-être cherché une fuite en avant pour détourner l'attention de ses propres problèmes domestiques, mais cela pourrait se retourner contre lui si la FIFA ouvre une enquête formelle. Absolument. Les sanctions pourraient aller de l'amende à la suspension pure et simple de toute activité liée au football. On parle aussi de possibles sanctions contre certains joueurs comme Edouard Mendy pour leur comportement après la finale. Mais il y a une vraie volonté, côté marocain, de traiter cela dans les coulisses des instances sportives. L'idée est de sanctionner les individus responsables, sans pour autant froisser l'État sénégalais. C'est une diplomatie sportive de précision. On sépare le comportement d'un dirigeant sportif en difficulté de la relation stratégique entre les deux nations. C'est un exercice d'équilibriste fascinant. Pourtant, la pression populaire est forte. Beaucoup de Marocains attendent une réponse ferme pour laver l'affront des insultes subies. C'est là que le droit intervient pour calmer le jeu. En judicialisant l'affaire via le club des avocats, on sort du registre de l'émotion pour entrer dans celui de la preuve et du règlement, ce qui protège la relation diplomatique globale. C'est fascinant de voir comment un match de football peut devenir le terrain d'une véritable guerre de l'information. Camille, à ton avis, à qui profite réellement cette discorde soudaine entre le Maroc et le Sénégal ? C'est là la question centrale, Antoine. Derrière l'émotion des supporters, on observe des campagnes médiatiques très agressives. Des fermes de trolls et certains médias hostiles ont sauté sur l'occasion pour transformer une rivalité sportive en une crise diplomatique artificielle. On parle ici d'une tentative de briser l'unité maghrébo-africaine, n'est-ce pas ? On a vu comment les propos d'Abdoulaye Fall ont été instrumentalisés pour isoler le Maroc de ses partenaires stratégiques au sud du Sahara. Exactement. L'objectif de ces ingérences extérieures est de fragiliser l'influence marocaine en Afrique. En exacerbant des tensions sur les réseaux sociaux, ces acteurs cherchent à créer un fossé émotionnel que la diplomatie classique a parfois du mal à combler rapidement. C'est là que la visite d'Ousmane Sonko à Rabat prend tout son sens. En affirmant que les liens historiques et spirituels sont plus forts que le football, il a envoyé un message clair aux manipulateurs. L'axe Rabat-Dakar reste inébranlable. Tout à fait, mais c'est un avertissement pour l'avenir. Le sport est devenu un levier de soft power, mais aussi une faille exploitable. La vigilance est de mise face à ceux qui préfèrent voir l'Afrique divisée plutôt que de voir des blocs régionaux solides se former. Il faut donc savoir distinguer la passion du stade de la manipulation politique, car au final, ceux qui crient le plus fort sur les réseaux ne sont pas forcément ceux qui veulent le bien du continent. Justement, Camille, pour calmer ce jeu médiatique et sportif parfois houleux, il fallait un signal politique fort. Et ce signal est venu directement d'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Tout à fait, Antoine. Sa visite à Rabat pour la 15e session de la Grande Commission mixte Maroc-Sénégal est un événement majeur. Il faut rappeler que cette commission ne s'était pas réunie depuis 2013. C'est un saut qualitatif immense. En pleine période de tension post-Cannes, Sonko a tenu à remettre les pendules à l'heure. Il a affirmé que les liens historiques, économiques et surtout spirituels entre les deux nations sont bien plus profonds que de simples passions sportives passagères. C'est une véritable leçon de réalisme politique. En signant de nouveaux accords dans les domaines de l'éducation, de la recherche et du commerce, il rappelle que le Maroc demeure le premier partenaire économique du Sénégal en Afrique de l'Ouest, avec plus de 140 accords de coopération. Et c'est là que les tentatives de déstabilisation, qu'elles viennent de l'intérieur ou de voisins malveillants, se heurtent à un mur. La diplomatie officielle a repris ses droits pour protéger l'essentiel. Exactement. Le message envoyé depuis Rabat est limpide. Le sport est un jeu, mais l'axe Rabat-Dakar est un socle stratégique immuable qui ne se laissera pas ébranler par quelques polémiques sur les réseaux sociaux. Mais face à cette tempête émotionnelle et médiatique, il fallait un discours de raison pour ramener le calme. C'est là qu'intervient la figure d'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Absolument. Sa visite à Rabat pour la 15e session de la Grande Commission mixte Maroc-Sénégal est tombée au moment idéal. Il a tenu des propos d'une grande lucidité pour désamorcer la crise. Sonko a été très clair. Il a affirmé que les liens spirituels, historiques et économiques entre nos deux nations sont infiniment plus forts que n'importe quel dérapage sportif éphémère. C'est l'essence même de son message. Il a rappelé que la passion du football, bien qu'intense, ne doit jamais prendre le pas sur une relation stratégique bâtie sur des décennies de confiance mutuelle.
C'est frappant de voir cette distinction entre l'écume des jours, le buzz sur les réseaux sociaux, et la profondeur des accords de coopération qui lient Dakar et Rabat. Tout à fait. On parle de plus de 140 accords couvrant l'éducation, la recherche et le commerce. Sonko a insisté sur le fait que ces fondations sont inébranlables face aux provocations. C'est une véritable leçon de diplomatie. Il s'agit de dire « le sport peut nous diviser l'espace d'une soirée, mais notre destin commun nous unit sur le long terme ». Et ce discours a eu un effet immédiat de refroidissement sur les tensions, montrant que les deux États refusent de laisser des intérêts tiers ou des colères passagères dicter leur politique. Justement Camille, pour comprendre pourquoi cette amitié résiste à tout, il faut regarder les chiffres. On ne parle pas de quelques traités de courtoisie, mais de plus de 140 accords de coopération qui lient Rabat et Dakar. C'est un chiffre impressionnant, et ce qui est d'autant plus symbolique, c'est la tenue de la 15e session de la Grande Commission mixte Maroc-Sénégal. Elle ne s'était pas réunie depuis 2013, et sa réactivation montre une volonté politique de passer à la vitesse supérieure. Durant cette visite, de nouveaux accords stratégiques ont été signés. On parle de domaines fondamentaux comme l'éducation et la recherche scientifique. Le Maroc accueille déjà des milliers d'étudiants sénégalais et cette coopération va encore s'intensifier avec des programmes d'échange de chercheurs. Le commerce n'est pas en reste. Le Maroc est l'un des principaux investisseurs africains au Sénégal et ces nouveaux accords visent à fluidifier encore plus les échanges. C'est ce que Ousmane Sonko appelait le socle économique et spirituel. C'est l'idée que la relation est multidimensionnelle. Quand vous avez des intérêts économiques croisés et des milliers d'étudiants qui circulent entre les deux pays, un incident sur un terrain de football devient vite anecdotique face à l'épaisseur de l'histoire. Et c'est là que la diplomatie marocaine montre sa force. Transformer une visite officielle en une réaffirmation d'un partenariat d'exception qui touche directement le quotidien des citoyens, que ce soit par l'emploi ou la formation. En somme, ces 140 accords sont comme une assurance contre les tempêtes passagères. Ils ancrent la relation dans le temps long de la construction régionale. Camille, nous arrivons au point le plus délicat de cette crise. Comment gérer les sanctions sportives de la CAF sans que cela ne se transforme en un incident diplomatique majeur ? C'est ce que j'appelle l'art de la discrétion. C'est un équilibre très fin, Antoine. Après les tensions de la finale 2025, la tentation est grande pour les supporters de réclamer des sanctions exemplaires et publiques. Pourtant, pour l'axe Rabat-Dakar, la gestion dans les coulisses est la seule option viable. Tout à fait. Si les sanctions contre les officiels ou les joueurs sénégalais sont trop médiatisées, elles sont immédiatement récupérées. On voit déjà des acteurs extérieurs, notamment certains réseaux hostiles à l'influence marocaine, tenter d'instrumentaliser cette colère pour briser l'unité avec le Sénégal. Exactement. L'objectif de la diplomatie, c'est d'isoler les fautifs, comme ceux qui ont tenu des propos insultants, sans pour autant pointer du doigt la nation sénégalaise dans son ensemble. Les procédures juridiques doivent suivre leur cours, loin du bruit des réseaux sociaux. C'est là que la maturité politique entre en jeu. En traitant les litiges au sein des instances de la CAF et de la FIFA de manière feutrée, on évite de nourrir ce que certains appellent le bruit médiatique, qui ne sert que les intérêts de ceux qui veulent voir l'axe Rabat-Dakar s'effondrer. Il faut protéger le partenariat stratégique contre les passions éphémères du football. Sanctionner avec fermeté, mais sans humiliation publique, c'est la clé pour que le sport reste un pont et non une barrière entre ces deux peuples frères. C'est sur cette note de sagesse que nous terminons ce cycle. On l'a vu tout au long de nos échanges, si le terrain de football peut être le théâtre de passions exacerbées et de tensions passagères, la réalité géopolitique, elle, obéit à une logique bien plus profonde et durable. Exactement, Antoine. Les déclarations d'Ousmane Sonko lors de sa visite à Rabat nous l'ont rappelé avec force. La raison d'État prime sur l'émotion du stade. Entre le Maroc et le Sénégal, ce ne sont pas seulement des chiffres ou des accords commerciaux, c'est une fraternité séculaire qui constitue le véritable socle de l'Afrique de l'Ouest. Le sport passe, les polémiques s'effacent, mais l'histoire et les intérêts stratégiques demeurent. Malgré les tentatives de déstabilisation ou les maladresses individuelles, l'axe Rabat-Dakar reste un modèle de résilience diplomatique. C'est le mot de la fin pour ce Maghreb Podcast. La passion du football est humaine, mais c'est la vision à long terme qui construit l'avenir d'un continent. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette série spéciale et à très bientôt pour de nouveaux décryptages. Cette crise entre le Maroc et le Sénégal, bien que résolue diplomatiquement, nous offre une véritable leçon de diplomatie moderne. Elle a mis en lumière un acteur de l'ombre de plus en plus influent, les fameuses mouches électroniques. Absolument, Antoine. Ces fermes à trolls et comptes automatisés ont sauté sur l'occasion pour transformer une frustration sportive en une véritable crise identitaire. On a vu une amplification artificielle des tensions sur les réseaux sociaux, visant à briser ce socle de fraternité dont nous parlions. C'est le nouveau défi. Le sport est devenu un terrain de jeu idéal pour la déstabilisation.
On exploite la passion des supporters pour injecter du venin politique. Pour le Maroc, c'est un signal d'alarme. La diplomatie ne se joue plus seulement dans les chancelleries, mais aussi sur les algorithmes. Et la vigilance doit être constante. Ces campagnes de désinformation, souvent orchestrées par des rivaux régionaux cherchant à isoler le royaume de ses alliés subsahariens, utilisent des micro-événements pour créer des macro-tensions. La réactivité digitale devient une compétence régalienne. On parle d'une diplomatie de l'éveil. Il ne s'agit plus seulement de réagir après coup par des communiqués officiels, mais d'anticiper la viralité. Le cas d'Abdallah Fall a montré que si l'on ne cadre pas juridiquement et médiatiquement les dérapages très vite, le terrain est laissé libre aux manipulateurs. C'est d'autant plus vrai que le Maroc, en tant que puissance émergente et organisateur de grands événements, est une cible de choix. La réussite de la CAN 2025 a paradoxalement aiguisé les appétits de ceux qui veulent voir le modèle de coopération Sud-Sud échouer. D'où l'importance de ce que tu soulignais, traiter les litiges sportifs dans les coulisses techniques de la CAF et de la FIFA, tout en occupant le terrain numérique pour rassurer les opinions publiques. En somme, l'éveil face au digital est devenu le nouveau bouclier de la diplomatie marocaine. Le sport doit rester un pont, et non une brèche dans laquelle s'engouffrent les déstabilisateurs. Camille, après avoir décortiqué ces turbulences, il est temps de regarder vers l'horizon. Ce qu'on retient finalement, c'est que cette crise n'a pas affaibli l'axe Rabat-Dakar, elle l'a plutôt blindé face aux imprévus. Absolument, Antoine. On peut dire que c'était un véritable stress test diplomatique. En surmontant les provocations et les passions excessives du football, les deux nations ont prouvé que leur partenariat est structurel et non conjoncturel. C'est frappant de voir comment la visite d'Ousmane Sonko a agi comme un catalyseur. En rappelant les liens spirituels et économiques profonds, il a balayé les bruits de couloir pour recentrer le débat sur l'essentiel, la coprospérité. Et c'est là que le renforcement se joue. Cette crise a forcé les deux États à réaffirmer leurs priorités. On ne parle plus seulement des 140 accords existants, mais d'une nouvelle dynamique en matière de sécurité régionale et de souveraineté économique. Exactement. On passe d'une relation héritée de l'histoire à une alliance résiliente capable de résister aux manipulations numériques ou politiques. La résilience, c'est comprendre que l'intérêt commun pèse bien plus lourd qu'un simple résultat sportif. Finalement, le Maroc et le Sénégal sortent de cette épreuve avec une feuille de route consolidée. C'est un message fort envoyé au reste du continent. Quand les fondations sont solides, les tempêtes ne font que renforcer l'édifice.